Pouvoir laisser la main à une intelligence artificielle, c'est à la fois un objectif de nombreux projets d'automatisation, mais également une de nos plus grandes angoisses. Jusqu'où peut-on stocker, croiser, traiter nos données en toute confiance? Quelle éthique faut-il s'imposer? La data science responsable et de confiance, c'est le sujet de notre nouveau podcast. Seaways, le podcast. Les Français vont être beaucoup plus sensibles à la provenance des produits. Mais également des tendances court terme qui ont trait à des sujets automobiles. Certaines marques plutôt premium, luxe, se sont adaptées. Et après, vous allez le voir, la dynamique des marchés automobiles avec celle du contexte. Seaways, C-W-A-Y-S. Bien, bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau podcast de Seaways sur le sujet aujourd'hui de la data science responsable et de confiance. Nous recevons à cette occasion Eric Boniface. Eric, tu es directeur de la Fondation Substrat qui est spécialisée sur ce sujet. Bonjour Eric. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Et Antoine Bonin qui est avec nous, qui est le Chief Data Officer de Seaways. Salut Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Parfait. Alors, c'est un sujet brûlant aujourd'hui, la data responsable et de confiance. Commençons d'ailleurs par la définir. Alors, data responsable et de confiance, c'est votre terminologie, Eric. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez choisi cette terminologie et comment vous la définissez aujourd'hui? C'est une question qui n'est pas facile. C'est des mots qui sont venus un petit peu naturellement pour nous en regardant ce qui se disait il y a 2-3 ans autour de l'IA, de la science des données, du machine learning et des problématiques qui commencent à y être associées quand on se rapproche d'utiliser ces techniques-là dans des environnements informatiques de production, c'est-à-dire pour de vrai dans des systèmes, plus seulement pour des petits projets exploratoires, des petites démos, etc. Il y a vite des problématiques qui débordent un petit peu sur qu'est-ce qui se passe quand l'algorithme d'IA fait un résultat qui n'est pas juste, qui n'est pas bon, parce que comme ce sont des techniques statistiques, il y a toujours un petit pourcentage des cas où ça ne marche pas très bien, qui est responsable, comment on s'en occupe, etc. Et en fait, on a vu apercevoir, que ce soit dans les médias grand public et dans beaucoup de publications spécialisées et d'articles scientifiques, des questions et un vocabulaire autour de la nature untrustworthy, comme on dit en anglais, donc à laquelle on ne peut pas faire confiance de ces techniques-là, beaucoup de questionnements autour de l'éthique, et puis finalement, pour nous, ce qui recouvrait, il fallait bien choisir quelque chose, on ne pouvait pas mettre tous les adjectifs possibles et imaginables, donc on a choisi responsable par opposition à irresponsable, c'est-à-dire qui porterait préjudice à ses parties prenantes, au public. Donc comment utiliser ces techniques de manière responsable, et puis de confiance, parce qu'au-delà de les utiliser de manière responsable quand on en est un acteur, quand on y fait face, on a besoin de pouvoir y faire confiance. Donc, on a accolé ces deux termes-là. Et en fait, tout notre travail depuis 2 ans, c'est d'essayer d'affiner la définition de cette expression-là. C'est vrai que quand on parle de data responsable, on pense bien sûr en premier lieu à la protection des données personnelles, parce que c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé ces derniers mois, ces dernières années, et qui est un sujet qui est évidemment très important. Mais pas uniquement, vous englobez beaucoup plus loin, ça va de la sécurité des données, au biais d'apprentissage, etc. Comment vous cadrez ce domaine-là, jusqu'où vous allez quand vous parlez de data responsable? Donc, par nature, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de réunir un maximum de gens et donc de proposer une démarche ouverte et participative qu'on anime depuis 18 mois et au fil d'ateliers réguliers et puis d'un travail qui se fait par Internet avec les outils adéquats entre-temps, de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Et donc aujourd'hui, on a à peu près convergé sur 6 thèmes dont tu as cité certains. Donc il y a évidemment cette question de la confidentialité, de la sécurité des données sensibles, qu'elles soient personnelles ou stratégiques ou autres. Sur la question des biais, d'élaborer des modèles qui ne soient pas discriminatoires, de contrôler en tout cas les biais, de savoir les mesurer, de se poser cette question-là qui est très très centrale dans un certain nombre de cas de figure. D'évaluer la performance de manière rigoureuse, ce qui n'est pas si facile que ça, et de savoir expliquer pourquoi un modèle fait une certaine prédiction, de garantir une chaîne de responsabilité de tous les acteurs qui concourent à élaborer un modèle, de cadrer l'utilisation, plus seulement la conception dont je parlais juste avant, mais l'utilisation d'un modèle et tout ce que ça impose comme vérification, comme démarche, comme outil, de contrôler que lorsqu'on l'utilise en production, un modèle se comporte comme on le souhaite. Et enfin, une thématique un petit peu transverse qui sont toutes les externalités
négatives, qu'elles soient environnementales, et on retrouve le thème de la sobriété énergétique. Donc voilà, 6 grands thèmes aujourd'hui, relativement stabilisé, mais ouvert à évoluer selon ce que notre communauté de participants et de contributeurs amènera sur la table au fil des ateliers qui se déroulent tous les 2 mois. Et on est très content que ça continue à vivre. Il faut que ce soit quelque chose de vivant. Ce ne sera jamais parfait parce que ce ne sera jamais fini, parce que la discipline évolue beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se posent ces questions-là, qui commencent à se demander quelles sont les bonnes pratiques à appliquer. Alors, chez la Fondation Substrat, vous cherchez aujourd'hui à évaluer justement la maturité de ces entreprises par la construction d'un label, je crois, qui prendrait la forme d'un score pour les évaluer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette démarche-là ? Ouais, avec plaisir. Et je vais remettre les différentes briques dans le bon ordre. Donc, en fait, ce qu'on a commencé à faire, effectivement, comme tu le disais dans ta première question, c'est d'essayer de définir data science responsable et de confiance. Et de ces travaux de définition, avec tous les participants qui ont bien voulu rejoindre les tout premiers ateliers, est sorti d'abord un grille de risque. Quelles sont toutes les problématiques auxquelles on s'expose quand on utilise cette technique-là. Qu'est-ce qu'on peut malencontreusement faire qui n'irait pas, qui serait un problème, donc des prédictions qui porteraient préjudice à certaines catégories de personnes, donc c'est toute la catégorie des discriminations et plein d'autres problèmes. Et en fait, ça a rapidement muté des risques, on est arrivé aux bonnes pratiques qu'il faut mettre en face, aux outils qu'on peut utiliser, et puis on a continué à muter, et finalement, pour essayer de faire quelque chose d'utile concrètement, de façon très pragmatique pour les organisations, pour les entreprises, on a abouti au bout d'un an à un outil d'évaluation de la maturité d'une entreprise. Tout le monde aujourd'hui peut faire son évaluation, voir son niveau de maturité, identifier ses forces, ses faiblesses, donc les thèmes sur lesquels il y a déjà un bon niveau dans l'entreprise, d'autres sur lesquels il y a du travail à faire, avoir des ressources techniques pour s'y pencher. Mais derrière, l'étape d'après, c'est de permettre aux entreprises qui sont, elles, en avance sur l'écosystème, sur ce sujet, donc très mature sur ces thématiques-là, de pouvoir le mettre en avant, en bénéficier, parce que c'est à leur avantage et c'est un élément d'identité qui est très bénéfique. Et donc, pour que ça ait un sens, une valeur de communiquer là-dessus, il faut que ce soit sincère, exact, donc un petit peu contrôlé. Donc, du coup, ce sur quoi on est en train de travailler, c'est quelles sont les procédures à mettre en place pour pouvoir venir auditer, labelliser le score, l'auto-évaluation qu'une entreprise a faite, et si elle passe cette certification, pouvoir bénéficier de ce label Data Science responsable et de confiance. D'accord. Très intéressant. Alors nous, pour préparer un petit peu cette discussion-là, on s'est pris au jeu, on a fait l'exercice, on a passé l'assessment, comme vous l'appelez. Ça nous a pris effectivement quelques minutes et on a essayé de le faire bien, on a essayé de bien tout documenter, de regarder ce qu'on faisait, ce qu'on ne faisait pas chez Seawise. Le résultat, c'est qu'on a obtenu la note de 39 sur 100. Alors, c'était un peu violent quand on l'a reçu parce que on estime, nous, chez Seawise, qu'on fait déjà beaucoup de choses, qu'on initie beaucoup de sujets et qu'on essaie de faire vraiment attention à toute une série de risques. Mais néanmoins, je comprends bien aussi la logique, c'est-à-dire que dans les éléments que vous évaluez, il y a des éléments qui sont encore assez peu connus de la part des acteurs. Et je pense que c'est très intéressant de les mettre un petit peu à jour. Donc, ma question, c'était aussi, est-ce que c'est volontaire d'avoir fait des notes comme ça assez basses et avec un niveau assez difficile à obtenir? Et comment tu évalues un peu la réaction des entreprises avec lesquelles vous discutez aujourd'hui sur ces sujets-là? Est-ce que c'est de la curiosité? Est-ce que c'est de la crainte? Est-ce qu'il y a un intérêt vraiment à progresser? Comment vous vous positionnez là-dessus? Alors, c'est vrai que l'assessment est assez difficile. Enfin, il est assez difficile d'avoir une note très élevée sur 100. C'est-à-dire que 100 sur 100, cette espèce de maximum théorique, je pense qu'il n'y a aucune structure dans le monde qui peut l'obtenir. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, pour essayer de couvrir un champ de risque, de bonnes pratiques assez complet, on a fait appel à plein de gens, plein de compétences, plein de milieux différents. Et donc, forcément, on a accumulé des points d'évaluation sur plein de thèmes différents qu'une entreprise en tant que telle, comme vous, dans votre propre domaine, avec vos propres équipes et vos expériences,
vous ne connaissez pas forcément dans son entièreté. Donc ça, c'est tout à fait normal de ne pas avoir 80 ou 90. Comme tu le dis, on est aussi à un moment relativement récent de l'émergence de ces thèmes-là. On parle en années sur les doigts d'une main, ça ne fait pas 20 ans qu'on parle de ça. Et puis des outils concrets pour s'évaluer, c'est tout récent. Sauf si on a raté quelque chose, l'outil qu'on propose, c'est vraiment le premier en France sur le sujet. Donc 39 sur 100, c'est pas si mal. Nous, on considère que 50 sur 100, c'est un très bon niveau de maturité. Donc 39 sur 100, ça vous positionne comme un bon niveau. Voilà. Par ailleurs, il y a un deuxième point à prendre en compte, c'est que de ce que je connais de votre activité, vous êtes exposé à pas mal de champs de risque. Et donc, l'assessment est plus dur pour vous. L'assessment et son système de notation s'adapte au nombre de champs de risque auxquels vous êtes confronté, et c'est bien normal. Une entreprise qui ferait de l'IA, de la data science sur des caractéristiques, sur des configurations où il y a relativement peu de risques, parce que par exemple, il n'y a pas de données personnelles, c'est des données qui n'ont absolument rien à voir avec des questions où il pourrait y avoir des discriminations, etc., vont avoir un certain nombre d'éléments en moins, et donc un score qui est plus facile d'amener à un bon niveau. Donc, il ne faut pas s'alarmer là-dessus. Et par ailleurs, comment réagissent les entreprises qui sont un petit peu pionnières, hein, celles qui ont des collaborateurs qui participent à nos ateliers ou qui sont parmi les premières à s'être penchées sur l'assessment? Il y a surtout des pionniers. Donc, c'est plutôt des gens qui sont très intéressés par le sujet, qui sont un peu en avance de phase sur l'écosystème, sur la communauté en général, dans cette discipline en France, et donc qui s'intéressent tout particulièrement et qui ont plutôt des notes assez élevées. Donc, on est ravis de ça. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait, c'est que, y compris des entreprises pour lesquelles c'est tout nouveau, qui ne connaissent pas très bien, n'aient pas peur, et l'assessment est librement accessible et gratuit et confidentiel, puissent le faire très librement, se mesurer, avoir une idée d'où elles en sont, et puis découvrir, en le faisant, un certain nombre de sujets peut-être qu'elles ne connaissent même pas et qui vont être très intéressants. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des tailles d'entreprise et des champs d'application de la donnée. Peut-être qu'on peut discuter un peu plus avec toi, Antoine, sur un peu le quotidien, les expériences qu'on a, notamment chez Seaways. Toi, tu travailles quotidiennement sur des sujets qui sont assez complexes autour de la donnée sur différents aspects. C'est quoi un peu les bonnes pratiques? C'est quoi les risques qu'on identifie, des choses où on se dit, ah là, c'est un petit peu limite? Qu'est-ce que toi, tu as pu voir là-dessus? Ouais, souvent, en fait, avec des règles de bon sens, ça permet pas mal de réduire le risque parce que la donnée personnelle, en fait, en conseil, on va l'utiliser assez peu. Au final, on en a assez peu besoin, à part dans les étapes finales quand on va vouloir contacter les clients. Et donc, maintenant, on voit que de plus en plus de nos clients, des grands groupes, séparent bien ces deux étapes-là. Avant, on avait toutes les données de contact qui mettaient de A à Z dans tous les systèmes. Maintenant, ces données de contact ont tendance à être isolées. Et du coup, sur les modèles de machine learning, sur la data qu'on utilise tous les jours, l'idée, c'est d'avoir un principe de pertinence et de minimisation pour éviter, en cas de fuite des données, d'avoir des données impactantes qui sortent des systèmes. Et donc, finalement, un email, on n'en a pas besoin. Nous, ce dont on a besoin, c'est de pouvoir tracer les clients sur ces différents achats. Et c'est là où des techniques de pseudonymisation, par exemple, permettent de réduire ces risques-là sans avoir un coût énorme de notre côté. Et en fait, on se rend compte que ce qui est plus compliqué, c'est du côté de nos clients qui ont aujourd'hui pas forcément les infrastructures pour le faire, pour pseudonymiser la donnée, parce qu'on a eu des cas comme ça en historique où des clients avaient même pas les ressources nécessaires, les compétences nécessaires en interne pour extraire uniquement les données dont on avait besoin et préféraient demander à leur DSI de faire des extracts globales de leur base de données, où là, on est vraiment contre ce principe de proportionnalité, où du coup, on se retrouve avec des données très stratégiques pour lesquelles on n'en a pas besoin. Et donc là, c'est à nous de faire le tri dessus. Donc c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui, c'est qu'il y a finalement il y a pas mal de méthodes pour réduire ces risques-là, mais toutes les entreprises ne peuvent pas les mettre en place.
Et donc, c'est là où nous, on peut peut-être les accompagner avec des systèmes un peu automatiques, des mini-plateformes, par exemple, pour crypter directement les identifiants uniques des personnes, dans le cas où nos clients n'ont pas les capacités et l'infrastructure technique pour. Ouais. C'est important ce point, effectivement, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de sujets récemment sur des fuites de données. On sait qu'il y a des données sensibles. En ce moment, on parle beaucoup de données de santé. Donc, toutes ces données-là, il y a un vrai enjeu à pouvoir et les sécuriser et bien identifier le risque et le cloisonner, comme tu l'indiques. J'aimerais aussi qu'on dise un mot, Eric, peut-être sur les autres champs de la responsabilité de la donnée, parce qu'il y a quelque chose qui m'a marqué en faisant l'assessment, c'est quand on est sur des thématiques d'élaboration de modèles non discriminatoires, et notamment dans ces logiques de biais d'apprentissage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vu des pratiques là-dessus? Moi, je me pose la question quand je regardais qu'il y avait un critère sur le fait qu'on intégrait, par exemple, les notions d'âge et de sexe dans les modèles de machine learning, ce que tout le monde fait aujourd'hui en marketing, ce que tout le monde fait aujourd'hui dans l'actuariat. Il y a une vraie question autour de l'intelligence artificielle là-dessus. Quelles sont les données qu'on a le droit d'utiliser pour discriminer notamment des individus? On sait que les caractéristiques ethniques, c'est plus possible. Est-ce que demain, on devra faire pareil avec les données de santé, avec l'âge, avec le genre homme-femme, parce qu'il ne faut plus qu'un comportement soit déterminé par cette variable-là? Est-ce qu'il y a une vraie question éthique finalement autour de ça aujourd'hui? Moi, je pense que ce n'est pas spécifiquement lié à ce qu'on appelle l'IA, à l'apprentissage machine en général. C'est des questions qui sont plutôt des questions soit réglementaires dans un domaine particulier, soit si elles ne sont pas réglementaires parce que le domaine en question sur lequel l'entreprise travaille n'a pas de réglementation particulière par rapport à ça, c'est des questions de politique de l'entreprise. Mais par contre, il y a une autre question dans le domaine de l'IA qui est très importante et qui est liée à ça, et pour le coup qui est très technique, mais qui renvoie ensuite sur la politique. Et ça me permet de faire un tout petit détour pour dire ce qui, pour moi, est la vraie révolution de l'IA, qui, pour moi, n'est pas là où souvent on place le curseur dans beaucoup d'articles ou d'interviews. Donc, le point technique auquel je voulais arriver, c'est ce qu'on appelle les fairness metrics en anglais. Donc, ça se traduit assez mal, mais en français, mesure d'équité et de justice. C'est des techniques algorithmiques pour venir mesurer les éventuels biais entre différentes sous-populations. Et ça, c'est une question qui est très complexe. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs, des métriques de justice et d'équité différents qui sont incompatibles entre elles. Donc, il y en a 5 ou 6 qui font plutôt consensus. Donc, on parle d'égalité des chances, d'égalité d'opportunités, de parité statistique. Il y en a un certain nombre comme ça qui sont définis. Et en fait, la plupart d'entre elles, quand on en choisit une, elle ne va pas être combinable avec une autre pour ne pas avoir de biais. Et ça, c'est à la fois terrible, parce que ça veut dire que finalement que quelque part, on ne peut pas s'en sortir à tous les coups. C'est comme ça, il faut le savoir. Et donc, il y a une fameuse affaire là-dessus aux États-Unis avec l'algorithme Compass, qui est un outil qui sert à prédire un score de récidive des prisonniers qui rentrent en ligne de compte dans les décisions de libération conditionnelle. Donc, c'est très, très lourd, très, très sérieux, où sur une certaine métrique, l'algorithme n'a pas de biais entre les personnes blanches et les personnes noires, et sur une autre métrique, elle en a. Et si on essaye de basculer de l'un à l'autre, on retrouve toujours un biais d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est très problématique. Si ça vous intéresse, cet article, ce cas est très bien documenté dans beaucoup de papiers. On trouve facilement sur Internet. Et pourquoi je voulais faire ce petit détour, parce que pour moi est la vraie révolution de l'IA, c'est le fait que utiliser ce type d'outils algorithmiques, de modèles prédictifs qui ont été entraînés par les techniques statistiques sur des données, et les utiliser comme des briques de systèmes automatiques, systèmes informatiques automatiques, et ben ça fait que pour la première fois, des entreprises ont dans leur système informatique des briques qui vont faire avancer un élément dans un processus informatique sans qu'il y ait des humains qui se soient réunis pour en définir explicitement les règles de gestion. Donc,
jusqu'alors, et tous les systèmes, on va les appeler conventionnels, par opposition avec des modèles prédictifs entraînés par apprentissage automatique, c'est des cahiers des charges que des gens ont écrits en faisant des réunions ou en écrivant sur leur ordinateur et les ont envoyés à un responsable ou un partenaire ou un collègue ou un prestataire qui les a confirmés et qui les a ensuite implémentés. Et donc, les règles de gestion de pourquoi tel dossier, il est devenu vert ou il est devenu rouge, ou pourquoi tel dossier, il a avancé ou il n'a pas avancé, on les connaît parce qu'elles sont marquées quelque part. Et à partir du moment où on introduit certaines briques logicielles comme ça, qui ont été entraînées automatiquement sur des données et dont les règles de gestion, en fait, elles sont apprises par les techniques statistiques, on ne les connaît pas. Et donc, il va forcément y avoir des cas de figure où le résultat de ce que le système fait n'est pas quelque chose qu'on aurait imaginé ou qu'on aurait souhaité. Et donc, par exemple, cas de l'Apple Card lors de son lancement en 2019, algorithme pour définir les plafonds de paiement et les découverts autorisés. Et il y a eu des cas de figure où des hommes et des femmes avec des situations de revenus et fiscales, etc., parfaitement comparables, ont eu des plafonds avec des écarts de 1 à 10. Bon, ça, c'est un cas de sortie non souhaitable d'un modèle prédictif qui, en plus, est très, très problématique parce qu'on a dans un biais de genre caractérisé. Et donc, où je veux en venir, c'est que pour moi, la vraie révolution de l'IA, c'est ces briques où on n'a pas défini explicitement les règles de gestion. Et donc, ça oblige les entreprises à se poser beaucoup plus de questions de politique pour justement vraiment border tous ces cas de figure-là et se poser la question de quelle métrique d'équité de justice on veut mettre en place, pourquoi celle-ci, comment on se pose ces questions-là régulièrement, comment on les fait évoluer, etc. Et donc, je pense, j'espère, que c'est un très bon prétexte pour introduire ou réintroduire peut-être de la politique, de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie dans les équipes produits des entreprises, parce qu'elles ne pourront pas faire autrement quand elles utilisent des modèles prédictifs entraînés avec des techniques d'IA. C'est intéressant, ce que tu veux dire, c'est qu'effectivement, le choix doit revenir à l'humain et non pas à la machine ou à l'algorithme. Et qu'on devra toujours se poser ces questions-là, quand bien même derrière, il y a une IA qui intervient. Moi, je ne sais pas si tu as des infos, Eric, sur des différences de mesure de biais entre des systèmes automatiques et des systèmes classiques. Tu vois, est-ce que le système automatique engendrerait pas moins de biais qu'une personne et que finalement le biais du système informatique viendrait du fait que les données d'apprentissage sont elles-mêmes biaisées? Moi, j'ai vu déjà, je ne sais pas si ça va vraiment bien répondre à ta question, mais j'ai déjà vu plusieurs papiers qui argumentent le fait que ce qui est intéressant avec l'IA, y compris avec le fait qu'il y a des biais, c'est qu'on sait assez bien les mesurer, normalement, sur des sous-populations, et donc on peut les factualiser et donc travailler dessus. Là où les biais qui sont gravés dans le cerveau des humains de par leur bagage culturel, les valeurs de leurs parents, etc., c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Est-ce que, pourquoi les détenus noirs ont moins de chances de sortir de prison? Est-ce que c'est vraiment lié à l'environnement, à une corrélation entre ça et la couleur de peau? Et dans ce cas-là, c'est pas vraiment un biais entre guillemets sur la couleur de peau, ou est-ce que c'est vraiment cette variable-là qui ressort parce que l'algorithme est biaisé? De toute façon, c'est l'un ou l'autre. Soit c'est parce qu'il y a une vraie cause, il y a une vraie raison qu'il y ait une différence entre les noirs et les blancs sur un sujet donné. Soit c'est faux et c'est ce qu'on appelle un biais. Et c'est toujours dans les données, quoi. Après, ça peut être plus subtil. Parmi les trucs qui étaient sortis dans les ateliers sur ces sujets-là, un truc que moi, je n'avais pas forcément en tête, c'est que c'est plus subtil que biais dans les données d'entraînement parce que c'est des données historiques et qu'à l'époque, les gens étaient comme ci, comme ça, etc. Ça peut aussi être des trucs très subtils du genre, en fait, tu n'as pas de données biaisées directement, mais tu as des proxys pour des biais. Donc, tu peux, par exemple, enlever le genre et le niveau de revenu et je ne sais pas quoi pour des trucs bancaires. Mais en fait, dans les données, comme tu as gardé le métier et que infirmières, c'est des femmes à 99%. En fait, tu retrouves des proxys vers des trucs genrés comme ça qui sont compliqués à nettoyer, ou d'autres trucs sur le fait que tes données d'entraînement, elles peuvent être parfaites, mais tu peux avoir dans tes données de validation ou de test des données biaisées.
qui font que tu vas reproduire des trucs qui vont pas. Ok, merci. Passionnant. Passionnant. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous les deux pour vos éclairages sur ce sujet passionnant. Nous, de notre côté, on va essayer d'améliorer notre score. On va travailler d'arrache-pied parce que c'est un sujet d'actualité qui arrivera sur la table dans les mois et les années à venir et qui va emporter avec lui tout un tas de questions, évidemment techniques, évidemment réglementaires, mais aussi éthiques sur la place de cette intelligence artificielle, de ces modèles prédictifs, de ce qu'ils doivent embarquer ou non. N'hésitez pas à réagir au podcast, à le commenter, à nous envoyer vos remarques, vos questions. On les transmettra évidemment. Et on se retrouvera donc avec grand plaisir pour un nouveau rendez-vous. À très bientôt.